Programmation orientée objet. On va parler de structure de contrôle. Qu'est-ce que les structures de contrôle? Comme vous le savez, un programme est une suite d'instructions. S'il n'y avait pas les structures de contrôle, les instructions s'exécuteraient les unes après les autres de façon séquentielle. On souhaite souvent réexécuter un bloc d'instructions plusieurs fois, soit un nombre déterminé connu à l'avance, soit en fonction d'une certaine condition. Si la condition est vérifiée, par exemple, on va réexécuter tout le bloc. On souhaite également exécuter un bloc si une condition est vérifiée. Toutes ces raisons ont fait l'existence des structures de contrôle. Leur rôle se résume donc à contrôler l'exécution d'une instruction ou d'un bloc d'instruction par rapport à une condition. La condition, comme on va le voir, peut être placée au début ou à la fin du bloc. On va voir aussi la structure for qui va prédéterminer le nombre de fois, par exemple, qu'on exécute le bloc d'instruction. Elle permet aussi de répéter l'exécution d'un groupe d'instructions un nombre donné de fois. Ça évite en fait de réécrire le bloc n fois si on souhaite le réexécuter n fois. Ça permet de rendre vos programmes plus lisibles et moins encombrants. Elle permet également de sélectionner une instruction à exécuter parmi plusieurs. Ça va être le cas de l'instruction if. Donc si j'ai plusieurs instructions, je vais sélectionner. Dans le cas de deux instructions, je vais avoir affaire à l'instruction if. Et on va voir aussi l'instruction switch case si j'ai plusieurs choix possibles. On commence par l'instruction if-else. If en anglais veut dire si, else, sinon. Si la condition est vérifiée, sinon si la condition n'est pas vérifiée. On peut utiliser le if seul, sans le else, avec la syntaxe suivante. If, condition, et là on va ouvrir une accolade et fermer une accolade. Et toutes les instructions qu'il y a à l'intérieur de ces accolades s'appellent un bloc d'instructions. Le bloc d'instruction, on peut déclarer des variables à l'intérieur et elles n'existeront qu'à l'intérieur. Et on peut aussi mettre plusieurs instructions les unes derrière les autres, bien sûr, séparées par des points-virgules. La condition, le compilateur C++ va la traiter comme un booléen. Si elle est vraie, donc le bloc sera exécuté. Si elle est fausse, le bloc ne sera pas exécuté. Le compilateur va considérer comme true, comme un vrai logique, tout ce qui n'est pas nul. Donc si je mets 1 par exemple, ça sera une condition qui est vraie. Si je mets A majuscule, ça sera une condition qui est vraie. Généralement, on met des variables reliées avec des opérateurs de comparaison. I inférieur ou égal à 1, I supérieur à 1, I égal à 1, etc. Maintenant, si cette condition n'est pas vérifiée, dans le cas où j'utilise le if seul, ce bloc sera sauté et on passera aux instructions qui vont venir juste après le bloc. Maintenant, si je souhaite utiliser le else, alors ça, donc c'est l'organigramme. Avant de parler du if else, ça c'est l'organigramme de l'instruction if seul. Voilà, il y a des instructions avant, j'arrive, je teste ma condition. Si ma condition est vraie, je vais exécuter tout le bloc d'instruction et je vais continuer mon exécution. Si l'instruction est fausse, je saute le bloc d'instruction, je ne l'exécute pas et je passe à la suite. Pour le if-else, pour la première partie, elle est identique. Je vais juste rajouter un else. Donc au lieu de continuer, si la condition n'est pas vérifiée, ça sera ce bloc qui sera exécuté. Il faut juste vous dire que un des deux blocs sera sûrement exécuté, soit le premier, soit le deuxième. Et ils ne pourront jamais être exécutés en même temps. Tout simplement parce que la condition ne peut pas être vraie et fausse en même temps. Si la condition est vraie, un true logique. Donc là, on va exécuter le premier bloc. Si elle est fausse, un true, plutôt un false logique, ça sera le deuxième bloc. Voilà l'organigramme du if-else. J'arrive, je teste ma condition. Si elle est vraie, j'exécute le premier bloc. Si elle est fausse, j'exécute le deuxième, puis
je continue. Donc, comme je l'ai dit, je suis sûr qu'un des deux blocs sera exécuté et jamais les deux blocs en même temps. On va voir un petit exemple. Dans ce programme, on demande à l'utilisateur, donc après avoir déclaré une variable entière A, d'entrer un entier qui va être stocké dans A. Si l'entier qu'on entre à partir du clavier est strictement positif, positif ou nul, on va afficher que A est positif. Sinon, on va afficher que A est négatif. Donc par exemple, si je compile et que j'exécute mon programme, le programme va m'écrire entrée un entier. Je vais écrire 18, entrée. Mon programme va faire le test. Est-ce que 18 est supérieur ou égal à 0? Oui. Donc il va exécuter ce bloc. Il va m'écrire 18 est positif. Il ne va pas exécuter else puisque ce bloc a été exécuté, la condition est true, et il va sauter et terminer mon programme. Si je réexécute et que je donne par exemple moins 3, il va faire le test, est-ce que moins 3 est supérieur ou égal à 0? Non. Il va sauter le premier bloc et exécuter le deuxième. Et il va m'écrire moins 3 est négatif. Bien sûr, si je rentre 0, est-ce que 0 est supérieur ou égal à 0? Oui. Il va m'écrire que 0 est positif. Alors, dans ce cas, on aurait pu bien sûr mettre un autre if pour afficher le cas 0 séparément. Mais on va voir que au lieu de mettre un if, else et à l'intérieur du if un autre if, on peut utiliser la structure if, else, if. Là, au fait, c'est quand j'ai plusieurs conditions. Je peux mettre plusieurs else if après le if. Donc si, sinon si, sinon si, sinon si. Et à la fin, donc je peux rajouter un else. De tous les blocs, ce sera seulement un bloc qui sera exécuté. Celui qui correspondra à une condition true. Le premier, bien sûr, bloc qui sera rencontré et qui sera égal à true. On peut avoir plusieurs blocs à true, ce sera le premier bloc qui est égal à true qui sera exécuté. Maintenant, si aucune condition n'est vérifiée, c'est le dernier bloc qui est suivi du else qui sera exécuté. Voilà la syntaxe. If, condition 1, j'arrive, je teste la condition 1. Si elle est vérifiée, j'exécute le premier bloc. Et je saute à l'extérieur de tout. Je vais à l'instruction 17 qui se trouve après la ligne 16. Si la condition 1 n'est pas vérifiée, je vais tester la deuxième condition. Est-ce que la condition 2 qui se trouve avec le premier else if est vérifiée? Si c'est le cas, j'exécute le deuxième bloc. Et ainsi de suite. Si la condition est vérifiée, je saute. Je viens à l'instruction 17. Ainsi de suite. Maintenant, si toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, sans faire de test bien sûr, pour le dernier cas, je vais exécuter le bloc n plus 1. Comme pour if et else, il y aura un seul bloc qui sera exécuté parmi ces n plus 1. Voici l'organigramme de if, else, if dans le cas où on a seulement 3 blocs. J'arrive, je fais mon premier test. S'il est vrai, j'exécute le premier bloc et je sors de la boucle. S'il est faux, je fais mon deuxième test. S'il est vrai, j'exécute le deuxième bloc. S'il est faux, sans faire aucun test, j'exécute le bloc 3. Seul un des trois blocs, sera exécuté et jamais plus de 1 en même temps. Un et un seul bloc est exécuté. Voici un exemple. Là, on a repris l'exemple du if-else, sauf qu'on l'a séparé en 3 cas. A supérieur à 0, strictement, A nul et A inférieur à 0. En fait, ça, c'est sémantique. Je ne fais pas de test, est-ce que A strictement inférieur à 0. Logiquement, ça, c'est des mathématiques, c'est pas de l'informatique. Si A est supérieur à 0, si A est non supérieur à 0, non nul, forcément, il est strictement inférieur à 0. Je donne une valeur, je fais mon premier test. Par exemple, si je dis A égale moins 5, est-ce que moins 5 est supérieur à 0? Non. Je fais mon deuxième test. Est-ce que moins 5 est égal à 0? Non. J'exécute directement le troisième bloc.
en écrivant moins 5 est négatif. Alors maintenant, si je rentre a égale à 1, est-ce que 1 est supérieur strictement à 0? Oui, j'exécute ce premier bloc et je viens à la fin de mon programme, à la ligne 20. On va maintenant parler des boucles. Dans le cas du if ou du else if, le bloc d'instruction est exécuté soit une fois, soit pas exécuté du tout. On va voir maintenant si on souhaite réexécuter le même bloc plusieurs fois. Là, en fait, on doit revenir au début du bloc après avoir testé la condition. On aurait pu faire ça en utilisant un if avec un branchement, un goto, mais bon, là, ça ne sera pas possible. On va commencer par la boucle while. While en anglais veut dire tant que en français. On a le mot-clé while suivi d'une condition placée entre parenthèses. Si la condition est vérifiée, j'exécute le bloc d'instruction. À la différence du if, une fois que j'aurai terminé l'exécution, je reviens au début de ma boucle et je reteste la condition. Si la condition est vraie, je réexécute le bloc et je continue de faire ça tant que la condition est vraie. À chaque fois que je termine, je reviens, je reteste. Si la condition est fausse, je sors de la boucle. Alors bien sûr, cette boucle peut ne jamais être exécutée. Si j'arrive la première fois et que je trouve que ma condition est fausse, je vais sauter directement la boucle et ne jamais l'exécuter. Elle peut aussi être exécutée un nombre infini de fois si la condition ne change pas à l'intérieur du bloc d'instruction et qu'elle est initialement égale à 1. Par exemple, je vais écrire while et écrire tout simplement 1. 1 est un true logique. Et le 1 ne change pas. Je peux faire toutes les opérations que je veux dans mon bloc. Le 1, c'est une constante, elle va toujours rester égale à 1. Et mon bloc sera exécuté indéfiniment. On appelle ça une boucle infinie. En fait, il faut arrêter votre programme, ou il faut qu'il y ait une interruption ou un exit, donc ou un break, on va voir ça par la suite, pour sortir de votre boucle. Mais s'il n'y a pas ces instructions de cassure de boucle ou d'interruption, donc on ne pourra pas sortir de la boucle. L'organigramme de la boucle while est le suivant. Vous voyez, donc si j'enlève ce retour là, ça sera exactement la même chose qu'une boucle if. Donc si j'arrive, je fais mon test, on va revenir à la boucle if. Donc vous voyez, donc j'arrive, je fais mon test, et puis si c'est vrai, j'exécute le bloc, si c'est faux, je sors. Là, à la différence, donc si j'exécute le bloc, je vais revenir et refaire ma condition. Donc il y aura ce qu'on appelle un branchement ou un goto à la sortie de la condition. Voilà le branchement ou le goto. Donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas ramené cette flèche ici, sinon on bouclerait aussi indéfiniment. Si la condition est fausse, je continue à exécuter les instructions qui viendront par la suite. Un exemple, là je vais déclarer une variable caractère i et je l'initialise avec le A majuscule. Et puis je dis tant que i est inférieur ou égal à z majuscule, qu'est-ce que je fais? J'affiche le i. J'incrémente i et je reviens, je refais le test. Alors, il faut savoir que le type char est un type ordonné. C'est-à-dire qu'en mémoire, dans le codage fait pour les caractères, si je rajoute un 1 à A, je vais obtenir le codage de la variable B majuscule. Si je rajoute un 1 à B majuscule, je vais obtenir le codage de la variable C majuscule, ainsi de suite. Donc, I++ de A majuscule, en caractère, c'est B majuscule. Et I++ de B majuscule, c'est C minuscule. Donc, ainsi de suite. Et comme c'est un type ordonné, je peux faire la comparaison. Est-ce que, par exemple, A majuscule
est inférieur à Z majuscule. Oui, parce que le codage binaire de A en entier est inférieur au codage binaire de Z majuscule. Donc j'arrive, est-ce que A majuscule est inférieur à Z majuscule? Oui. J'affiche A majuscule, j'incrémente. Maintenant, I est égal à B majuscule. Est-ce que B majuscule est inférieur à Z majuscule? Ou égal à Z majuscule? Oui, donc j'affiche B majuscule. Ainsi de suite, C majuscule, D majuscule. À la fin, je vais avoir Y majuscule. Est-ce que, enfin, avant la fin, je vais avoir Y majuscule. Est-ce que Y majuscule est inférieur ou égal à Z majuscule? Oui, j'affiche Y majuscule. J'incrémente Z majuscule. Est-ce que Z majuscule est inférieur ou égal? Oui, dans ce cas, c'est une égalité. J'affiche Z majuscule. Après, je vais obtenir le codage de la variable caractère qui est après le Z majuscule. Et quand je ferai la comparaison, je vais obtenir quelque chose de supérieur à Z majuscule. Donc la condition n'est plus vérifiée, je sors. En fin de compte, mon programme, là bien sûr je fais des sauts de ligne à chaque fois, va m'afficher sur une colonne toutes les lettres de l'alphabet en majuscule, de A majuscule jusqu'à Z majuscule. Donc là par exemple, la boucle est exécutée 26 fois, autant de fois que le nombre de caractères dans l'alphabet latin. Une autre boucle similaire à la boucle do while, sauf qu'ici la condition est placée à la boucle while, sauf qu'ici la condition est placée à la fin. Donc là vous voyez do veut dire faire. On exécute tout le bloc et à la fin on fait le test. La première fois que j'arrive, j'exécute directement mon bloc, je ne fais aucun test. Je suis donc sûr d'exécuter mon bloc au moins une seule fois, puisque le test se fait à la fin, contrairement à la boucle while où le test se fait au début. À la fin, je fais mon test. Si la condition est vraie, je reviens et je réexécute le bloc. Si la condition est fausse, je continue à exécuter les instructions qui vont venir après. Alors, une remarque importante, contrairement à la boucle while qui se termine par un bloc, là je dois mettre un point-virgule, tout simplement parce que cette instruction ne se termine pas par une accolade fermante. Voici une instruction, ici je dois mettre un point-virgule. N'oubliez pas ce point-virgule. L'organigramme, en fait, la condition qui était ici pour la boucle while a été déplacée après le bloc d'instruction. La première fois que j'arrive, j'exécute ce bloc sans faire de test. Et si la condition est vraie, je le réexécute de nouveau, autant de fois que nécessaire. Un exemple. Ici, je déclare un entier. Et puis, je vais afficher mon entier tant que I est inférieur ou égal à 9. En fait, je vais afficher des entiers. Alors, ici, je vais afficher 0 la première fois, puis j'incrémente 2 la première fois, 2, 0, 1, 2, etc. Donc, à la fin, je vais afficher le 8, je vais incrémenter le 8, 9. Est-ce que 9 est inférieur ou égal à 9? Oui. Je reviens, j'affiche le 9, j'incrémente 10. Est-ce que 10 est inférieur ou égal à 9? Non, je sors. Donc finalement, j'ai affiché les 9 caractères du système de numération décimale, de 0, les 10 caractères, pardon, du système de numération décimale, de 0 à 9. Si j'avais placé l'incrémentation avant l'affichage, donc ça n'aurait rien changé. Mais si j'avais mis par exemple une boucle while, donc là, j'aurais fait le test au début de la boucle. Mais ici, le test se fait à la fin de la boucle. On va maintenant parler de la boucle for. En fait, la boucle for, comme on va le voir, on aurait pu la synthétiser avec une boucle while. Mais pour faciliter l'écriture de notre programme, il est plus pratique d'avoir une boucle for. Elle permet de répéter l'exécution d'un bloc d'instruction à un nombre déterminé qui peut être connu à l'avance ou pas. Je peux dire par exemple à ma boucle for de réexécuter la boucle 10 fois. Et dans ce cas, je vais utiliser ce qu'on appelle un compteur, une variable entière que j'incrémente à chaque fois et que je compte le nombre d'instructions, plutôt de
le nombre de fois que j'ai exécuté mon bloc jusqu'à atteindre le nombre désiré. On peut l'utiliser pour remplir un tableau. Si un tableau comporte 10 éléments, je vais réexécuter ma boucle 10 fois pour la remplir. Voici la syntaxe de la boucle for. Vous avez entre les deux parenthèses 3 expressions qui sont séparées par des points-virgules. Alors une expression, c'est tout simplement quelque chose qui est valable en écriture C++. Ça peut être une comparaison, ça peut être une affectation, ça peut être une incrémentation, etc. L'expression 1 est exécutée une seule fois avant d'entrer dans la boucle. Voici l'organigramme de la boucle for. J'arrive, avant d'entrer dans la boucle, j'exécute une seule fois l'expression 1. Généralement ici, c'est la déclaration de la variable compteur et son initialisation. La variable entière qu'on a dit qu'elle va compter le nombre d'exécutions, on la déclare ici. Je dis par exemple INTI et je l'initialise, par exemple à 0 ou à 1. Par la suite, je fais mon test. Le test, ça sera la deuxième condition. Donc la deuxième condition, ça sera généralement deux opérandes reliées par un opérateur de comparaison, inférieur, inférieur égal, strictement égal, etc. Si le résultat est vrai, j'exécute le bloc d'instruction qui est entre les deux accolades. À la fin, je vais exécuter l'expression 3. L'expression 3 est exécutée autant de fois que la boucle est répétée. Sauf qu'elle est exécutée à la fin de notre bloc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on aurait pu écrire une instruction, plutôt une boucle for avec une boucle while. Donc je place ma condition, ma première expression comme une simple expression. Je fais mon while, je place expression 2 dans la condition du while, et à la fin du bloc de la boucle while, je vais mettre l'expression 3 à l'intérieur du bloc. Et je vais revenir, ainsi de suite. Bien sûr, votre boucle for peut ne jamais être exécutée si au premier test, l'expression 2 est fausse. À ce moment-là, j'aurai seulement exécuté l'expression 1, l'initialisation de la boucle. Je réexplique ici le rôle des trois expressions. L'expression 1, elle sert d'initialisation ou démarrage de la boucle. Généralement, on initialise une ou plusieurs variables entières qu'on a appelées des compteurs. Elle sera effectuée une seule fois avant d'entrer dans la boucle. L'expression 2, c'est la condition d'arrêt de la boucle. Son résultat est booléen, binaire. Elle est évaluée avant l'entrée dans la boucle. Et si elle est vraie, la boucle est exécutée. Sinon, on passe à la suite. L'expression 3 sera exécutée à chaque fois que la boucle est terminée avant de revenir à la condition de test. Généralement, on incrémente le compteur. Si j'utilise un compteur i, dans l'expression 3, je vais écrire i++ ou i égale à i+. Un exemple, voilà ma boucle for, voilà ma première expression, voilà ma deuxième expression, voilà ma troisième expression. Dans la première expression, j'ai déclaré une variable i que j'initialise à 1, c'est mon compteur. La condition d'arrêt est i strictement inférieur à 6. Tant que i est inférieur à 6, je réexécute le bloc. Si i est égal à 6 ou supérieur à 6, je sors. Je n'exécute pas ce bloc. Là, c'est l'expression 3 qui est exécutée à la fin de la boucle. Donc après toutes les instructions de la boucle, je vais rajouter 1 à i. Donc je peux savoir à l'avance combien de fois ma boucle sera exécutée. Donc de 1 à 5, cette condition est vérifiée. Donc pour i égale à 1, 2, 3, 4, 5, i est inférieur à 6. Mais pour i égale à 6, la condition n'est pas vérifiée, donc je sors. De 1 à 5, j'aurai 5 possibilités d'exécuter cette boucle. Alors, qu'est-ce que je fais à l'intérieur de la boucle? Je vais écrire i puissance 2 égale power. Power, P-O-W, c'est une fonction de la bibliothèque mathématique C
mat.h, elle va tout simplement m'afficher le premier argument puissance le deuxième. Donc là, je vais afficher i puissance 2. Et la bibliothèque sqrt, c'est la racine. Là, je vais afficher la racine carrée de i. En fin de compte, je vais afficher la puissance 2 et la racine carrée des 5 premiers entiers. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce que fait ce programme. Donc, au lieu de le faire pour un seul, 2, 3, 4, 5, je fais une boucle et je réexécute le bloc 5 fois consécutif. L'instruction switch case, c'est une instruction pratique puisqu'elle permet d'éviter de faire plusieurs if, else if, etc. Donc elle permet de sélectionner un groupe d'instructions parmi plusieurs. Alors je parle de groupe d'instructions, c'est aussi un bloc d'instructions. Ça permet d'éviter plusieurs if-else. Donc si la première n'est pas vérifiée, alors voir la deuxième. Si la deuxième. Donc là, en fait, en écriture, ça reste un peu rébarbatif. Le groupe, bien sûr, est choisi en fonction de la valeur d'une expression. La syntaxe est la suivante, switch. Là, je vais écrire une expression. Une expression, c'est quelque chose qui va me renvoyer une valeur qui appartient à un type donné. Et puis, cette valeur-là que me renvoie l'expression, je vais la comparer aux valeurs qu'il y a ici, val 1, val 2, etc. Donc, si l'expression est strictement égale à val 1, je vais exécuter le bloc qu'il y a après le premier case. Alors là, vous voyez un break. Je ne suis pas obligé de le faire, mais si je le mets, qu'est-ce qui se passe? Break veut dire casser. Je casse la boucle, je vais exécuter le premier bloc si mon expression est égale à val 1, et je vais sortir de la boucle switch case. Si je ne mets pas le break, je vais continuer à comparer mon expression au bloc suivant. Je peux bien sûr mettre val 1 égale à val 2. Par exemple, si val 1 est égal à val 2 et que je ne mets pas de break, et que mon expression est égale à val 1, par exemple, ici, je vais mettre 2, 2. Là, je vais mettre i égale à 2. Donc là, je vais récupérer une variable, plutôt je vais mettre 2 tout simplement. Je vais récupérer une variable qui est égale à 2. Donc je vais exécuter le premier bloc. Quand il n'y a pas de break, je vais exécuter le deuxième. Mais s'il y a un break, je vais casser la boucle et sortir. Maintenant, je peux aussi rajouter le default. Si la comparaison de l'expression à toutes les valeurs n'a pas donné de résultat positif, à la fin, je vais exécuter le bloc qu'il y a après le default. Alors, juste se rappeler que je dois mettre deux points après default. Donc là, en fait, le default, c'est le bloc à exécuter par défaut si aucune n'est exécutée. Un exemple, je déclare une variable entière i. Donc là, il va me demander entre 1 à 4 pour afficher une lettre de l'alphabet. En fait, il me demande d'entrer un nombre entier compris entre 1 et 4. 1, 2, 3 ou 4. J'ai donné une valeur. En fonction de i, qu'est-ce qui se passe? Si i est égal à 1, je vais afficher A et sortir. Si i est égal à 2, je vais afficher B majuscule et sortir. C, D, plutôt 3, j'affiche grand C, 4, j'affiche grand D. Maintenant, si je rentre une valeur différente ou un caractère différent, par exemple, si je rentre 18, moins 4, ben là, il va m'afficher qu'il y a une erreur. Donc j'aurais pu faire ce bloc en utilisant de if i est égal à 1, si out A, else if i est égal à 2, si out B, else if, else if, else if. Mais là, en fait, ça me simplifie beaucoup les choses, vu que l'écriture est plus compacte et j'aurai un programme plus lisible. On va maintenant parler des instructions qui permettent de casser une boucle ou de sortir carrément de notre programme. On va commencer par l'instruction break. Break, comme je l'ai dit, c'est casser en anglais. Elle permet de sortir d'une boucle while, do while, for, toutes les boucles qu'on a vues, ou d'une instruction de sélection switch case.
Donc elle figure ainsi dans les 4 instructions de while, les mêmes instructions que je viens de citer. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe si par exemple je mets une instruction, voilà ici, break, quand j'exécute cette troisième condition, je sors carrément de la boucle. Si j'avais pas mis le break, j'aurais continué à comparer ma valeur avec les autres possibilités. Alors l'instruction continue, on peut aussi la mettre comme l'instruction break dans une boucle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de suspendre les instructions restant dans une boucle et de revenir au début de la boucle. Là, au lieu de sortir de la boucle, je vais tout simplement sauter. Par exemple, si je reviens à la boucle while, si après cette première, à la boucle for, pardon, si après cette première instruction, je mets continue. Donc entre la ligne 9 et la ligne 10, je vais insérer une nouvelle instruction et je vais tout simplement écrire continue. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui viendra après continue sera sauté. Donc là, je reviens juste après le continue, je reviens refaire mon test. Donc si je mets continue entre les deux lignes, le programme va m'afficher seulement la puissance 2 et non pas la racine carrée. Alors la dernière instruction, c'est l'instruction exit. Exit veut dire sortir. Elle va tout simplement terminer l'exécution d'un programme. Elle va retourner une valeur 1 au système d'exploitation. En fait, je peux la mettre dans n'importe quelle fonction. Donc si je le mets dans une fonction, je vais sortir tout simplement de cette fonction. Si je la mets dans mon main, bien sûr, je vais sortir de mon programme principal. Voilà ce qu'on a pu dire sur les structures de contrôle. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications concernant des nouvelles vidéos. À très bientôt pour un nouveau cours.